S'attire depuis 1990 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette situation dramatique dérange plus d'un Congolais et sous Tshisekedi. Les tensions se resserrent également et ça monte d'un cran. Qu'en est-il de l'apport de l'opposition en RD Congo? Sont-ils des mèches avec la rébellion ou bien ils ont une recette à apporter pour juguler cette question de la crise dans l'est du pays? Nous recevons pour vous le parti politique Conscience Nationale avec son président Mathieu Luboya. Il était hier sous le régime Kabila, mais sous Tshisekedi. Après avoir été dans l'Union sacrée de la nation, l'homme a fait le pont entre l'Union sacrée et l'opposition. Mais pour quelle motivation? Nous allons en parler ce soir. Bonsoir chez vous et bienvenue. Mathieu Luboya, bonsoir. Bonsoir Monsieur Vincent et merci surtout de cette invitation qui nous donnera l'opportunité de parler du pays en profondeur sur des questions essentielles de la République. Un monsieur intelligent que j'ai rencontré personnellement quand vous étiez conseiller à l'époque, vous avez travaillé avec Steve Mikaï, et là, vous devenez un opposant, jeune opposant charismatique alors. Je ne sais pas s'il faut parler opposant charismatique, mais opposant au régime, opposant à la mauvaise gouvernance actuelle, opposant à la vie chère, opposant à l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays. Voilà. Conscience nationale est le nom de votre parti politique. Pourquoi cette appellation? Parce que naturellement, il faut que nous, Congolais, prenions conscience que pour que le pays se développe, il faut que nous puissions mettre nos intelligences au service du bien, mais conscience également parce que il faut faire la politique autrement. Une politique qui ne soit pas axée sur les hommes, mais une politique qui soit axée sur les idées, sur un projet de société qui amène un changement au pays. Il n'y a pas longtemps, vous étiez dans l'Union sacrée de la nation. Nous avons appris que vous avez apporté un moult de réflexions qui n'ont pas été suivies de plus près. C'est ce qui vous a énervé de quitter le bateau. D'ailleurs, je vais revenir un peu en arrière. Oui. Vous savez, depuis que j'arrive en politique, depuis 2008, j'ai toujours fait une politique qui repose essentiellement sur l'idéologie. Depuis 2008 jusqu'à ce jour, j'ai toujours été un sociodémocrate. Donc ça, c'est une précision de taille qu'il faut apporter. Et j'arrive en politique étant dans l'opposition. Je fais un pont transitoire en prenant certaines fonctions dans un cabinet ministériel. Ensuite, j'arrive à l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui fait que nous quittions l'Union sacrée? Nous arrivions à l'Union sacrée en 2022. Pendant cette période, Bunagana est pris par les rebelles. Et il faut absolument que nous, en tant que Congolais, puissions mettre en synergie nos forces pour trouver une solution adéquate à cette problématique sécuritaire. C'est alors que notre formation politique, la conscience nationale, amène un schéma qui a d'ailleurs évolué. Nous allons en parler tout à l'heure avec ce que nous avons complété avec l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Et ce schéma repose essentiellement sur l'organisation des assises en interne, entre Congolais, des différentes tendances, pour réfléchir comment apporter la solution à la problématique sécuritaire. Cette problématique sécuritaire, pour nous, devrait être résolue par le schéma que nous appelions la concertation citoyenne. Donc nous prenons un engagement de voir les politiques de tous bords, mais également les acteurs de la société civile, mais la personne véritablement qui pouvait mettre en marche cette idée, c'était le président Tshisekedi. Nous l'avons vu, nous avons écrit plusieurs fois, mais notre voix n'a pas été écoutée. Jusqu'au moment où Bunagana, après Bunagana, Goma est tombé, Bukavu également est tombé. Nous avons dit que le pays est en train de véritablement de tomber dans une grosse faillite, qu'il fallait prendre nos dispositions, qu'il fallait prendre des routes différentes parce que nous devons pouvoir rester nous-mêmes convaincus des idéaux que nous défendons, et donc nous avons pris des routes différentes avec M. Tshisekedi. Merci. Le schéma, votre schéma nous intéresse. C'est ce qui sera d'ailleurs le maître mot de cet entretien. Le temps pour moi de questionner les membres de votre parti politique. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, très cher journaliste. Alors, qui êtes-vous? Oui, merci beaucoup. Je suis celui qu'on appelle la terre ne fait pas l'homme.
Maître Josué Matadi. Zaché, non, c'est pas Zaché quand même. Oui. La terre ne fait pas l'homme. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et nous sommes de la conscience nationale comme secrétaire général adjoint en charge de la communication. Donc, j'ai une très joie pour moi, à ce sens, de dire un grand merci à notre autorité morale qui est le président Mathieu Luboya, un jeune qui est au centre des intérêts de la population congolaise, qui tient en compte de toutes les préoccupations de la population et surtout de la jeunesse. La voix, il est là pour porter la voix de tout le monde, même au niveau du parti. Donc c'est ça vraiment les grands souhaits pour nous. Je profite de l'occasion de saluer nos cadres et militants qui nous suivent de partout dans le monde entier. Et pourquoi pas notre allié principal aussi, l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabundi. Le parti politique, en minima, c'est un petit pays, ou soit, si vous voulez bien, l'exemple du pays. Donc, quand on a une charge dans un parti politique, ça sous-entend on se prépare, ou bien on est en train de vous préparer pour assumer les grandes fonctions demain. Est-ce que êtes-vous à la hauteur des tâches qui vous incombent? Merci. Je crois que je ne peux pas... Nous sommes dans une grande école d'abord, la conscience nationale. Donc chez nous, on ne s'arrête pas. Il y a d'autres partis politiques qui s'arrêtent qu'à exploiter la jeunesse. Mais chez nous, nous apprenons la politique, nous apprenons la gestion de la chose publique. Donc demain, nous avons l'objectif principal de conquérir le pouvoir. Demain, après-demain, nous serons aux affaires. Alors, si nous ne savons pas, soit si on n'avait pas appris ça au niveau du parti, ça sera un échec total et ça sera une honte. Le cas du parti au pouvoir, l'IDPS, qui fait la honte de la République parce que pour moi, ils se sont refusés obstinément avec opiniâtreté d'apprendre pendant qu'ils étaient sur les bancs d'apprendre. Mais ce n'est pas le cas de chez nous. Ah, ça s'appelle bordure. Non, j'ai fini. Oui, finissez. Oui. Nous sommes un parti qui va donner l'espoir de la République parce que nous apprenons, nous avons des écoles, l'école idéologie du parti. Le président est là, il invite des gens au niveau interne et international qui viennent apprendre aux combattants, aux membres, aux cadres du parti comment gérer, c'est quoi la cartographie de notre République, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons corriger demain ou après-demain pendant que ces gens ici que nous préparons à chasser au pouvoir. Merci à vous. Nous sommes très contents de vous avoir écouté. Alors, on va revenir peut-être vers la fin de l'émission. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Nous vous recevons dans cette grande interview. Les sons à tirer, c'est toujours important de voir des dames dans la composition des partis politiques. Qui êtes-vous? Moi, je suis... madame Votre micro, parlez au micro. Oui, moi, je m'appelle Madame Sarah Kamwanya. Je suis présidente de la Ligue des femmes au Kona. Présidente de la Ligue des femmes? Oui. Et ça marche? Oui, ça marche très bien. Et vous arrivez à conquérir du monde pour votre parti politique. Il faut rappeler que c'est un bébé qui vient de naître dans cette maternité de l'opposition. Oui, nous sommes des bébés, mais des bébés matures. Des bébés matures. Est-ce que ça existe? Un bébé avec la barbe, ça fait peur aux gens? Non, ça ne fait pas peur aux gens, ça ne fait pas peur. Merci à vous, madame. Passez les micros, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs les journalistes. Qui êtes-vous? Je suis monsieur Josué Dikamba. Je suis le président national de la Ligue de jeunes du parti Conscience nationale. Votre parti est situé où? Donnez-nous l'adresse. Notre parti est situé sur l'avenue Abattoir, au niveau de Petro-Congo. De Petro-Congo, exactement. Dans la partie est de la capitale. Exactement. C'est là que se trouve notre siège du parti. Et c'est là que nous œuvrons avec notre jeune parti que nous portons à cœur. Voilà. Alors, vous impactez les gens d'une façon classique. Exactement. Nous sommes là, c'est pas pour rien. Nous sommes dans cette dénomination de conscience nationale. Oui. C'est parce que nous devons impacter la jeunesse aujourd'hui. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que actuellement, vous verrez que la plupart des jeunes sont désintéressés de la politique face... et surtout à Tchangou. Exactement.
face à tout ce que nous sommes en train de connaître actuellement, avec les régimes actuels, ça fait en sorte que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et vous récupérez cette jeunesse pour la former. Exactement. Pendant que cette génération est obligée de passer et il faut préparer la relève. La relève. Et raison pour laquelle nous, au niveau de la conscience nationale, notre jeunesse, on la conscientise. Comme le mot l'indique. On fait un effort que la jeunesse soit formée et informée. Parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays, on constate qu'on a rendu la jeunesse faible. Parce qu'on nous prive des informations fiables. On nous prive de l'éducation. Et nous, au niveau de la conscience nationale, nous avons levé l'option d'encadrer nos jeunes, de les amener dans la compréhension de qu'est-ce que c'est la vie politique et comment nous devons nous préparer pour gérer les pays dans les générations futures. Alors, merci à vous pour cet apport dans la traite-science. Si vous pouvez céder le micro. Bonsoir, messieurs, vous allez bien? Bonsoir, messieurs. Merci de vous présenter. Moi, c'est Maître Eric. Maître Eric Ntumba. Les avocats, vous nous compliquez avec des procès. On ne complique pas. Présentez-vous, j'étais un peu... Je vous ai taquiné. Praticien de la loi. Oui. Je suis Maître Eric Ntumba, secrétaire national chargé des rapports ou des relations avec le parti politique et les groupes de pression. Maître Eric, une question pour vous. Êtes-vous fier de notre appareil judiciaire et parler comme un citoyen congolais, pas comme un opposant? Actuellement, je peux dire non. Pourquoi? C'est déjà partant de la déclaration du président de la République lui-même, oui, qui dit déjà dans ses propos que notre justice, l'appareil judiciaire est malade. Et nous les vivons, même en pratique, dans la pratique de notre profession, nous les vivons, donc on n'en est pas fiers. Alors, merci à vous. Si le micro peut passer. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors, présentez-vous. Je suis Stéphanie Moussa. Je suis secrétaire nationale en charge du genre, de l'égalité des chances enfants et familles. Ah, ok. Ça vous va? Oui, hein, ça va. Et vous êtes à l'aise? Trop bien. Et quand on est femme engagée dans la politique, ça ne vous crée pas des problèmes au niveau de la famille, au niveau des relations? Pour ne pas parler de votre fiancé, hein? Non, je ne crois pas. Vous êtes très à l'aise? Très à l'aise. Donc, futur député national, pourquoi pas ministre dans ces pays? Ah oui, je le crois un jour. Alors, sinon, bon vent à vous dans l'opposition. Merci. Elle n'est pas facile dans l'opposition. Mais c'est pour arriver au pouvoir après. Hein. Pour arriver au pouvoir. Mais Président, est-ce que vous avez respecté la géopolitique dans la composition des gens? Parce qu'apparemment, c'est comme si nous sommes au Kassai. Hein. C'est qu'on reproche au président Tshisekedi. Non, vous avez... malheureusement, peut-être vous avez... Votre micro? Vous avez pas simplement les Kassai, il y a l'Omami. Ok. Il y a l'Omami qui n'est pas les Kassai. Ici, il y a quelqu'un de l'Omami. Ah, moi, il y a quelqu'un de Kassai, il y a quelqu'un du Bas-Congo, oui, il y a quelqu'un du Bandondo. Donc, ça a été respecté. Est respectée. D'ailleurs, nous avons une composition de 22 personnes. 22 personnes. Et c'est respecté sur toute la ligne. Et pourquoi le choix d'installer le parti à Tchangou? Non, je pense que la loi sur les partis politiques n'oblige à personne de dire... Bien évidemment. Il n'y a pas vraiment une loi qui dit qu'il faut installer un parti par-ci, par-là. Mais le plus important pour nous, nous sommes un parti de gauche, un parti de prolétaires, un parti qui est né dans un contexte bien déterminé. Les gens de la gauche, nous allons peut-être aborder cette question de la gauche, si vous allez me permettre, tout au long de l'émission. Et je pense que nous sommes un parti, non simplement des cadres, mais un parti de la masse. Donc, déjà un parti de la masse? Bien sûr. Un bébé dans cette grande école de l'opposition, déjà un parti de la masse. Vous savez, pour avoir fait quoi déjà sur terrain? Non, vous savez, je veux vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique de notre parti, l'histoire politique des leaders qui sont dans notre parti, c'est des leaders qui ont œuvré une fois dans l'opposition. Moi en particulier. Vous m'avez connu, j'étais dans l'opposition. Je suis passé par le pouvoir, je suis rentré dans l'opposition. Donc il y a des choses que nous avons fait dans ce pays. Je vous dirais par exemple qu'en 2009, j'ai été dans une marche où je ratais la mort, je peux le dire.
Je marchais contre quoi? Je marchais contre une déclaration de Nicolas Sarkozy qui disait que notre pays était un grand pays, à côté il y avait un petit pays, et qu'il fallait réorganiser les choses pour que nous puissions faire une gestion commune. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Et à l'époque, j'étais parmi les gens qui avaient marché contre cette déclaration. Nous sommes en 2009, donc on peut comptabiliser le nombre d'années. Jusqu'à ce jour, j'ai été parmi les personnes qui ont marché à côté de l'IDPS, qui a, entre guillemets, un peu perdu son âme, contre le changement de la Constitution, contre bien de choses. Donc nous avons une expérience de l'opposition, même si en tant qu'organisation structurée, nous venons de commencer en 2022, nous avons au moins 3 ans depuis que nous existons, mais nous avons des leaders politiques qui sont avec nous, qui ont de la matière. Mais au Congo, la problématique des partis politiques, c'est que l'idéologie n'est pas toujours démise. Il y a des partis politiques qui naissent et sans une idéologie très assise. Vous disiez que vous êtes un parti de gauche. Ça m'envoie directement à voir l'UDPS, qui est également un parti de gauche. Donc, vous prônez, partagez la même idéologie. Avant que je parle de l'IDPS, je souhaite d'abord parler de notre propre parti. Oui. Et de dire naturellement que pour la plupart des cas, les gens adhèrent à des partis politiques pour des raisons de sensibilité culturelle, ce qui est totalement le contraire de ce que nous faisons actuellement. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours fait en tant que leader politique. Et c'est ce que nous faisons actuellement en tant que parti politique. Le monde politique est divisé en 2 grands pôles. Les pôles de la droite, le pôle de la gauche. Il y a évidemment des courants qui sont des courants constitués au niveau de la gauche, des courants constitués au niveau de la droite. Et dans ces courants constitués de la gauche, nous sommes de la social-démocratie. L'idée générale de la gauche, c'est l'égalité sociale, c'est la solidarité, c'est la réduction, l'interventionnisme de l'État pour réduire les inégalités et pour construire la justice sociale. Et c'est ça que nous défendons en tant que parti, mais avec une dose assez singulière, parce que nous sommes des sociodémocrates, que nous disons l'économie sociale du marché, ce que nous appelons une symbiose d'un capitalisme orienté et dirigé, c'est-à-dire l'économie de marché orientée, pas nécessairement écrasée, pour que cette économie soit au service du social. Après sa sortie de la prison centrale de Makala, Jean-Marc Kabunda a initié une série de consultations. Et nous avons également vu votre parti politique représenté par vous-même. Vous étiez reçu par Kabunda. C'était quoi le mobile de cette rencontre? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous savez, l'honorable Jean-Marc Kabunda est une figure essentielle de la vie politique nationale de ce pays. Il a joué un rôle clé depuis 2016 jusqu'à ce jour et il a encore un rôle important à jouer pour ce pays. Et ainsi, nous avons pu avoir la possibilité de le voir quand il est sorti des prisons pour échanger sur les questions du pays, essentiellement sur la question sécuritaire. Vous savez, je vous ai dit au début de l'émission que nous avons toujours défendu la paix, la cohésion nationale, la sécurisation de biens et des personnes, la problématique de résoudre le tissu économique qui est totalement déchiré. Et donc, il était question pour nous d'échanger avec lui sur les questions essentielles du pays. La question sécuritaire, lorsqu'il sort de la prison, il parle d'un schéma qui, vraisemblablement, rejoint ce que nous disons, mais l'enrichit davantage. Il parle d'un schéma pour sortir de la crise, ce qu'on appelle le dialogue à double niveau. Un dialogue qui doit être organisé au niveau de l'échelle internationale pour permettre à ce que la RDC et le Rwanda se mettent autour d'une table pour trouver un cessez-le-feu durable, comme à l'époque de Lusaka. Ensuite, passer à une autre étape qui est celle, évidemment, d'organiser un dialogue en interne entre Congolais de toute tendance, toutes les forces sociopolitiques, l'opposition, la majorité, la société civile dans sa diversité, y compris les M23, débarrassés de l'influence rwandaise, pour parler cette fois-là des questions essentielles qui nous concernent et qui créent très souvent des crises multiformes dans le pays. Et donc nous échangeons avec lui pour essayer de voir comment nous pouvons mettre nos forces ensemble pour que ce schéma soit appliqué et que très rapidement que nous arrivions à trouver la paix, parce que pendant que nous sommes avec vous ici, oui. Et ça tire dans la partie orientale, bien évidemment. Mais vous avez
donner quelques détails de ce qu'a été votre rencontre avec Abound. Vous avez dit que l'idée d'un dialogue sur le plan international, RDC-Rwanda, c'est ce qui est fait déjà entre la RDC et les Rwanda aussi, ça on l'a vu déjà, et ça c'est bon. Maintenant, la question reste sur le plan interne. Et sur le plan interne, Kinshasa ne donne pas vraiment du crédit à un dialogue pareil, d'autant plus que le président Tshisekedi est légitime. Ses acolytes parlent d'un mandat qui court des validités, d'un président qui a été élu. D'où il y a la notion d'inopportunisme d'avoir un dialogue à l'heure actuelle. Il est très important de souligner quelque chose. Vous parlez du dialogue en interne. Oui. Moi, j'aurais bien souhaité dire qu'aujourd'hui, il y a encore des acrobaties au niveau international. Le processus de Luanda a échoué. Le processus de Nairobi a également échoué. Et nous avons proposé avec l'honorable Jean-Marc Abound ce que nous appelons le processus de Lomé, qui met ensemble les contenus de ce qui a été et devrait être le résultat de ces deux processus, y compris les autres initiatives à l'international pour aboutir à la cessation des hostilités et à la récupération de notre territoire, parce qu'il y a des rebelles qui sont là-bas, mais des rebelles qui sont soutenus par des armées étrangères, principalement l'armée rwandaise. Il faudrait passer à l'étape de ce que nous appelons la certification du retrait des troupes étrangères. Nous proposons que ça soit fait par le Conseil de sécurité. C'est seulement après ça qu'il faut parler d'un dialogue national inclusif. C'est une chose qui s'est déjà passée dans notre pays avec l'accord de Lusaka en 1998. Oui. Il y avait des armées qui soutenaient le rebelle, le MLC, les Ougandais, le Rwandais avec le RCD. Il y avait également ceux qui soutenaient le gouvernement, les Zimbabwéens, les Namibiens, les Angolais. Mais il fallait trouver un cessez-le-feu. Le schéma n'est pas le même, le contexte également n'est pas le même. C'est très important que j'explique, parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre les schémas que nous proposons pour que j'arrive à expliquer ce que vous me posez comme question. Et donc, ces forces se sont retrouvées autour d'une table en Zambie et ont signé un accord de cessez-le-feu qui a été ratifié par les rebelles. Ce n'est qu'après qu'il y a eu Sun City. Et Sun City a abouti à la mise en place de certaines institutions qui nous ont conduits jusqu'aux premières élections que nous avons connues. Mais ici, au niveau international, nous n'avons pas encore trouvé la cessation des hostilités. Il y a encore des territoires qui tombent, il y a encore des gens qui meurent, il y a encore l'occupation de notre pays par les forces extérieures, les forces rwandaises. Donc on ne peut pas rapidement aller jusqu'à faire un dialogue si nous n'arrivons pas d'abord à trouver une solution à ces niveaux-là. Mais alors, lorsque nous trouvons une solution à ces niveaux-là, il faut revenir à un dialogue entre Congolais en interne, avec toutes les forces que je viens de citer, l'Union sacrée, avec son leader, l'opposition dans sa diversité, nous, avec l'honorable Jean-Marc Abound et les autres opposants, également avec ce que vous appelez la société civile, dans sa diversité. Mais la question que vous me posez, de dire quelle est l'opportunité qu'il y ait dialogue, mais quelle était l'opportunité d'avoir des consultations politiques initiées par M. Tshisekedi, où l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée, on a vu que ces gens qui se sont partagés les gâteaux pendant toutes ces années, M. Tshisekedi a gagné les élections avec 73%, entre guillemets. Je ne vais pas entrer dans le commentaire sur la véracité de tout cela, mais il y a 90% de candidats de députés nationaux, 99% de sénateurs, 99% de députés provinciaux, 99% des ministres qui sont à sa solde. Mais il dit, je vais consulter, le pays ne va pas bien. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernance. Si on a la majorité et qu'on n'arrive pas à donner de solutions aux problèmes substantiels dans le pays, cela prouve à suffisance qu'il y a véritablement un problème de gestion, un problème de gouvernance qui se pose. Et quand il y a un problème de gouvernance, le pays n'appartient pas à M. Tshisekedi, ni à une majorité où les gens viennent s'entrequiser, tel m'a injurié, tel n'est pas content de moi, pour se partager les postes. Le pays appartient à nous tous Congolais. Et lorsqu'il est en danger, il appartient à nous tous de mener des réflexions
qui sont des réflexions idoines, essentielles pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et donc, nous pensons que ce dialogue... Oui, mais le contexte, est-ce que vous pensez que le contexte est-il important où le président Tshisekedi était investi officiellement et solennellement également? Parce que vous avez parlé de la crise que nous avons connue en 94. On se rappelle très bien qu'il s'agissait d'une rébellion, quoi, des plus normales, qu'il y ait des ramifications pour que les gens se parlent, de telle sorte que la paix soit retrouvée. Ici, le cas de Tshisekedi, c'est un cas tout à fait classique. Mais je vous ai dit que M. Tshisekedi, les consultations qu'il veut mener, oui, ou qu'il a menées, il les a menées pour quel objectif? Mais c'est pour la problématique de l'Est. Non. Oui, parce qu'il y a la guerre dans l'Est. Mais si c'est pour la problématique de l'Est, si c'est la problématique de l'Est, pourquoi ça doit être de consultation? Il consulte vous de l'opposition, vous de la société civile, pour apporter la pierre à l'édifice, parce que le pays est un bien impersonnel. Sur le 99% qu'il a le contrôle du pays. Je vous ai fait une démonstration que M. Tshisekedi a tout gagné. Et pourquoi il doit organiser les consultations? Vous savez, en 2012, les élections sont organisées en 2011, je crois, à cette époque. Oui, en 2011, oui. Et M. Kabila gagne ces élections-là. Et l'UDPS conteste. Et vous savez, à cette époque, en 2013, M. Kabila demande à ce que les Congolais se mettent autour d'une table. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? Parce que vous dites que M. Tshisekedi a été élu, voilà, là c'était en 94, mais je vous parle de 2011. Il y a les élections qui sont organisées, et après ces élections, en 2012, il y a des contestations sur la gestion de M. Kabila. Ce que nous contestons aussi à M. Tshisekedi, une gestion calamiteuse, hasardeuse. Et en 2013, M. Kabila appelle ce qu'il appelle, le Congolais autour de ce qu'il nommait les concertations nationales. Vous savez, il y a une grande différence entre ces concertations et les consultations d'aujourd'hui. Les concertations de l'époque, qui sont les concertations nationales, sont véritablement, les parties prenantes arrivent, ils parlent. Mais vous savez que l'IDPS a boycotté ça. Nous aussi, à l'époque, je faisais de l'opposition, nous avions boycotté ça. Pour la bonne et simple raison que nous avons estimé que c'est M. Kabila qui était le problème. Et lui-même qui est le problème vient organiser des concertations qu'il dirige lui-même. Ça n'avait pas de sens. Donc lui-même parti au problème, vient organiser des concertations nationales, même si c'était des débats, mais c'est lui qui mène les débats. C'est lui qui oriente les débats. Donc il y a quand même une certaine problématique. C'est ce qui vous a poussé à boycotter les consultations. Non, attendez, à cette époque de consultation, de concertation nationale, la communauté internationale, avec nous qui faisions l'opposition à l'époque, nous avions appuyé l'idée d'un dialogue. Parce que le dialogue veut dire quoi en réalité? Parce que les Congolais doivent comprendre. Le dialogue veut dire que les protagonistes, Tshisekedi compris, se mettent autour d'une table et il y a une médiation qui est naître. Et on trouve un compromis. C'est l'art du possible, la politique, c'est l'art Ici, du possible. on parle de la République où certaines entités sont prises illégalement par les rebelles. Pour ne pas citer Corneille Nangaa, soutenu par Kabila qui est également soutenu par le Rwanda. Voudriez-vous dire que Tshisekedi doit se mettre sur la table autour d'une table avec Corneille Nangaa? Non, vous savez, j'ai très bien expliqué ici que la première partie du dialogue, c'est à l'international. Ce qui est fait, oui. Ce qui n'est pas fait, ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, oui. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la cessation des hostilités. Il n'y a pas cessation des hostilités. C'est une procédure. Oui. Donc, il faut qu'on aboutisse à ça. Les rebelles sont soutenus par l'armée rwandaise. Il faudrait que l'armée rwandaise se retire du Congo. Mais qu'est-ce qu'on fait des Nangas, qui est congolais? Ah, c'est pour ça que vous voulez qu'il y ait un dialogue. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait des Nangas? Je ne dis pas c'est parce que c'est pourquoi on veut qu'il y ait dialogue. Il faut qu'il y ait dialogue parce que le pays a un problème de gouvernance. Parce que le pays a des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Et c'est y compris des problèmes sécuritaires. Il ne faut pas qu'on dise que le dialogue est organisé autour du fait simplement qu'on a Nanga qui est à l'est. Attendez. Oui. Ainsi, lorsqu'il y a un dialogue et que l'armée rwandaise s'est retirée de notre pays, ces gens qui ont pris des armes seront congolais dans leur pays. C'est comme ça que nous disons.
Parmi les gens qu'il faut appeler autour du dialogue, nous citons des composantes. L'opposition, dans sa diversité, et nous en faisons partie. Les gens qui ont pris des armes, qui doivent absolument se débarrasser de cette influence extérieure. D'ailleurs, nous avons condamné cette ingérence du gouvernement rwandais sur notre sol, en violant évidemment l'intégrité de notre pays, la souveraineté nationale. Mais les Congolais qui sont là, ainsi qu'avec les autres Congolais qui sont dans l'opposition comme nous, les acteurs de la société civile, autour d'une table pour parler. Je vous dis que la politique, c'est l'art du possible. L'art du possible. Ça veut dire quoi? Ceci ramène à l'idée qu'en politique, il y a l'efficacité et l'efficience qui pourraient essentiellement se reposer sur la possibilité de trouver le compromis, la négociation, qui doivent passer par un dialogue. Et ces dialogues, nous voulons qu'ils soient, pour nous, comparativement aux autres qui parlent du prince de l'Église, nous voulons effectivement que ces dialogues... Vous appuyez la rébellion et la médiation de la communauté internationale. Est-ce que vous appuyez dans la rébellion dans un régime tout à fait républicain, dans une république? Non, pas du tout. Parce que Nang a pris les armes pendant que Tshisekedi était nommé le président de la République par la Cour constitutionnelle qui avait validé les résultats de la CENI. Non, vous savez... Est-ce que la Constitution ne tranche-t-elle pas la question des Coréens? Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout, et on ne va pas faire des débats qu'on appelle ad hominem, des débats qui reposent sur les individus. Nous devons faire un débat qui repose sur les arguments et sur les questions essentielles. Parce que si nous menons un débat Nanga, Sissi, on pourrait parler, mais comment M. Jean-Pierre Mbemba est arrivé à devenir vice-président de la République? Vous voyez que c'est un débat qui va nous ramener à des hommes. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler Congo. Et quand on parle République, on est au-delà des hommes. On est dans une position, il faut trouver véritablement des solutions, sans regarder les hommes et réfléchir la tête froide. Ici, il n'y a pas question de mettre des émotions. La rébellion dans un pays, c'est quelque chose de condamnable. Oui. Prendre les armes, c'est quelque chose de condamnable. Tuer les Congolais, c'est quelque chose de condamnable. Détourner de l'argent est quelque chose de condamnable. Manipuler les chiffres est quelque chose de condamnable. Faire les dépassements budgétaires tels qu'on le voit avec la gestion calamiteuse de M. Tshisekedi est condamnable. Faire des procès qui n'aboutissent pas à des résultats, c'est des choses condamnables. Vous parlez simplement des Nanga, mais vous pouvez parler aussi de la gestion de Tshisekedi. Il y a bien de choses qui sont très importantes, qui doivent être réglées pour que le pays retrouve le repère. Alors, moi, je reviens sur les dialogues tant voulus et par vous, parce que vous avez boycotté les consultations. Or, le président Tshisekedi, dans son entendement, aurait souhaité que les Congolais se parlent de fond en comble dans ces consultations initiées par lui, endossées par son conseiller en matière de sécurité congolais Cachemire, dont vous avez boycotté. Et vous voulez que nous partions au dialogue. Mais qu'en est-il des familles qui ont perdu les leurs sous prétexte de cette rébellion? Non, vous savez, ces questions seront traitées au dialogue. Il faut et pas... vous savez quel schéma, oui? Non, vous savez... Parce qu'ils vont vous regarder également toutes ces familles-là. Nous n'allons pas amener les cahiers des charges du dialogue maintenant. Mais je vais quand même répondre à une des questions que vous m'avez posées. Celle des consultations initiées par M. Tshisekedi, oui. C'était pour trouver des solutions. Attention, nous avons critiqué ces consultations. Nous-mêmes, la conscience nationale, ainsi que notre allié principal, l'honorable Jean-Marc Kabunda. Pour nous, c'est une grosse farce de l'histoire. Une consultation où une famille politique se consulte. Je vais vous faire... on va rire, mais ça fait quand même mal. Lors de cette négociation, on a vu un président ou un vice-président d'une institution venir accuser un responsable de l'Union sacrée qui ne lui a pas donné le poste qu'il cherchait. Ça a quoi à voir avec l'Est de la République? Lors de cette négociation, de cette consultation, on a vu un président d'un parti politique venir dire que je ne suis pas d'accord avec la composition des 40 personnes qu'il y a à l'Union sacrée. Un gros monstre qui a été créé. Lors de ces consultations, on a vu également M. Kolongole recevoir les gens de l'IDPS et leur dire « nous devons sauver le régime ». Et donc, on comprend naturellement que ces consultations ont été organisées pour sauver un régime. Une consultation qui a été organisée pour se partager les postes, pour s'accuser, pour s'accuser. Et nous disons que le dialogue est différent des consultations. Parce que attendez.
le dialogue a l'avantage de sauver les pays. Pour autant que ce n'est pas un flic conseiller spécial d'un chef de l'État chargé de sécuriser le chef de l'État qui doit écouter ce qu'il reçoit pour que ceux-là lui disent ce qu'ils ont comme moyen pour protéger leur régime. Les dialogues, il y aura une médiation. Et dans cette médiation-là, il y aura M. Tshisekedi, il y aura nous, avec l'honorable Jean-Marc Abound, il y aura d'autres opposants, il y aura également d'autres membres de la société civile. Et ensemble, nous allons parler Congo, avec chacun avec un cahier des charges. Et qui portera la charge de la médiation, puisque c'est votre idée? Nous proposons soit la communauté internationale, ça fait passer par le Conseil de sécurité, soit une communauté régionale africaine qui pourrait aussi prendre la médiation. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quand nous avons nos propres mots, nos propres problèmes, que nous voulions toujours faire appel aux autres personnes afin qu'ils viennent nous soutenir pendant qu'on a un serpent dans la maison? Non, vous savez, ces discours-là étaient un discours qui veut déplacer les débats. C'est nous qui allons discuter, c'est nous qui allons trouver des solutions à nos problèmes. Oui. Ce n'est pas la médiation. On fait appel à la communauté internationale. Attendez. Aux États-Unis. Non, attention. Oui. Ce n'est pas la médiation qui trouvera de solutions à nos problèmes. Mais nous nous battons. Et nous sommes dans ce qu'on appelle la communauté universelle. Nous ne sommes pas un pays qui vit sur Mars. Nous vivons ici, sur Terre. Il y a des nations, il y a le Conseil de sécurité, nous en faisons partie. Nous sommes membres de l'Union africaine, de beaucoup de organisations. Lorsque ça ne va pas, il faut être réaliste. C'est nous qui allons trouver des solutions. La médiation ne veut rien dire que c'est la médiation qui trouvera des solutions pour nous. C'est une médiation. La médiation a une mission bien précise, celle d'aider à vos discussions pour que vous puissiez arriver à trouver une solution par rapport à... Est-ce que la crise dans l'Est découle d'une mauvaise gestion du président Tshisekedi ou bien il s'agit tout simplement des charognards qui sont contre les intérêts de la République et qui se sont rebellés? Je vais être très élégant. Vous savez, nous avons fait un discours... Mais quand on tue les Congolais, on ne sera pas élégant, oui. Si on va entrer dans le charognard, qui est charognard, tout ça, peut-être qu'on pourrait fermer votre émission. Je ne veux pas qu'on entre en ça. Mais ce que je veux vous dire véritablement, c'est que le 24 avril, lors de la rentrée politique de l'honorable Jean-Marc Abound, un discours a été prononcé. Il faut décrisper la scène politique congolaise. Les frustrations, l'injustice, la mauvaise gouvernance, la concussion, les détournements, les tribalismes sont tant de mots qui peuvent causer la faillite d'un État. Et ça, c'est des choses que nous décrions actuellement. C'est une évidence. Alors, puisque vous parlez des Kabound, c'est un modèle pour vous? Un modèle pour beaucoup. Non simplement pour moi, mais pour beaucoup. Un leader politique qui a un rôle capital et majeur à jouer sur la scène politique congolaise actuellement. Il a troué les pneus des gens ici à Kingabwa. Les Congolais ne sont pas amnésiques, les gens se rappellent que sa gestion également au niveau de l'Assemblée nationale n'a pas été aussi basée sur l'orthodoxie. Je pense que nous n'allons pas faire un débat sur le zondi. Ah non, mais les images existent. Ouais, mais je n'ai pas vu ces images. Vous pouvez les balancer ici? On va voir là où l'honorable Jean-Marc Abound est en train de trouver un pinet. Vous n'étiez pas au pays quand il a trouvé les pays à Kingabwa. Mais j'étais au pays, je n'ai jamais vu ça. Non, parce que vous voyagez souvent. Peut-être que vous étiez à l'étranger. Je vous connais un homme qui entre les avions. Vous pouvez balancer ces images. Je veux voir l'honorable Jean-Marc Abound à genoux quelque part en train de trouver un pinet. Il a laissé l'UDPS dans le pétrin sans des cartes des membres. Kabouya a du pain sur la planche. Non, il a aidé l'UDPS. Malheureusement, je vous dis que l'UDPS a perdu son âme. Mais il a aidé l'UDPS à prendre le pouvoir. Il a débauché les gens dans les FCCK. Je vous parlais d'un monsieur qui n'a pas été aussi sain dans sa façon de faire. Un génie qui a permis à M. Tshisekedi d'avoir une majorité par la suite qui n'a pas pu bien gérer. Si Tshisekedi et Kabila se sont séparés, Kabound est le metteur en scène de ces divorces. Se sont séparés sur quelle base? Il faut demander à Kabound de lancer quelque chose. C'est vous qui affirmez ça. Oui, mais la coalition n'a pas marché vous savez convenablement, oui. Vous savez que lorsque M. Tshisekedi prend le pouvoir, ça suscite des espoirs. C'est un parti politique qui a lutté pendant 37 ans dans l'opposition. Les gens sont morts. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens sont morts. Mais on prend le pouvoir et la gestion reste la même.
il fallait prendre quand même des dispositions pour changer la donne. M. Kabound a joué un rôle majeur. Ah. Mais malheureusement, Oui. les faucons et des personnes qui se sont éloignées totalement des idéaux de la gauche, parce que c'est ce qu'il fallait véritablement implémenter dans la gestion nouvelle de la République, que nous voulions une République grandiose. Cela n'a pas pu avoir lieu malheureusement. Il a eu de 2 milliers avec des personnes qui étaient habituées à certaines pratiques ou qui voulaient s'enrichir rapidement. Il a critiqué les trains de vie des institutions, il a critiqué la gestion économique du pays, le solde militaire, la gestion calamiteuse de la vie de Kinshasa. Ça lui a créé des ennuis. Faudrait-il critiquer quand on est parlementaire, on doit critiquer ou bien on doit proposer? Mais oui. Faire des propositions, des lois, les soumettre beaucoup de propositions, au plénière. Beaucoup de propositions sur comment il fallait gérer la question sécuritaire. Oui. Moi, je vois comment l'honorable Jean-Marc Kabound dit que si, par exemple, nous prenions très au sérieux la question sécuritaire, le ministre de la Défense ne pouvait pas dormir. Lui-même, il a quitté le président Tshisekedi pour un carré minier. Ça, c'est Kabouya qui l'a dit. Donc, comprenez qu'il y a des gens qui pensent que Kabound n'est pas un modèle. Mais non, si on revenait à la question du dialogue... c'est un mouton, un bélier qui n'a pas de dents, qui a ouvert sa bouche. On a compris qu'il n'avait pas de dents. Mais les dangers pour lui, il peut se faire mordre par les lions. Donc, le requin qui te dit que les crocodiles est malade dans l'eau, vous ne voulez pas croire? Il va se faire mordre par les lions. Vous savez, c'est quelqu'un qui est un grand fou du roi. Vous n'allez pas le comparer avec ce grand leader qui est l'honorable Jean-Marc Kabound. Alors, dans un dialogue, normalement, il y a ce qu'on appelle des préalables. De Jananga viendra avec les préalables de l'AFC M23. Ce qui sous-entend que qu'on l'éveille ou pas, il faudrait que le pouvoir en place puisse céder une sorte d'autonomie pour que nous puissions passer à une nouvelle charpente du gouvernement. Est-ce normal que nous ayons des mains dans le gouvernement, des gens qui ont les mains remplies du sang des Congolais? Est-ce normal que le gouvernement congolais, pendant que notre pays est occupé par une armée étrangère, puisse se mettre autour d'une table avec les rebelles et partager le même repas au restaurant à Doha? Selon vous, c'est normal? Est-ce normal que pendant que les gens meurent, il y a une armée étrangère qui n'a pas encore quitté notre sol, qui est là, et les rebelles sont considérés comme des pantins, mais que le gouvernement paye de frais à des représentants qui vont à Doha, qui discutent avec ces rebelles et qui ont le temps d'aller au restaurant à côté pour partager un thé et manger ensemble. Alors, vous êtes dans les détails. Moi, je reste sur la diplomatie qui a été vendue au niveau des... Vous voyez, vous revenez sur la diplomatie. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas parler avec émotion. C'était la diplomatie pour qu'on arrive à la désescalade de ce qui se passe. C'est aussi une contradiction que nous n'avons pas soutenue, nous, la conscience nationale à côté de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il n'est pas question de discuter avec les rebelles sans que les rebelles ne soient pas débarrassés de l'influence rwandaise. S'il y a l'armée étrangère dans notre pays, il faut faire de toutes les façons que cette armée quitte notre sol. Il faut faire de toutes les façons que nous puissions récupérer nos territoires. Et ça, on ne badine pas avec ça. On ne va pas rigoler dans un restaurant avec ça. On ne prend pas une tasse de café avec ça, avec des gens qui le font. Et ça, on est plus sévère que M. Tshisekedi sur ce domaine-là. C'est plus sévère que ça. Et pourtant, le dialogue n'a rien à voir avec ça, parce que le dialogue ne va pas se conclure simplement à donner des postes de responsabilité. Vous savez, il y a des gens qui se font toujours consulter, qui n'ont pas de postes de responsabilité après. C'est un débat qui viendra après. Le plus essentiel est que l'armée étrangère puisse quitter notre sol le plus rapidement que possible. On ne peut pas concevoir que le pays soit dirigé par des pantins sous couvert d'un gouvernement étranger, avec à Kinshasa des gens qui sont au Parlement, qui parlent élevé des immunités, des là et tout ça. Il faut absolument qu'on arrive à gérer la République avec responsabilité. Alors, parlons peut-être en termes de l'apport de l'opposition rdcienne qui semble être divisée parce que Kabila est toujours isolé.
Kabound et Kabila, on n'a pas senti un rapprochement. Ça s'est dit sur le plan théorique, de la rhétorique, mais sur le plan des faits, le dessin ne tient pas. Quel est l'apport de l'opposition qui nous semble divisée dans cette crise? Vous savez, je veux vous décevoir un tout petit peu, et peut-être que je vais décevoir certaines personnes qui nous suivent, qui ont tendance à parler de l'opposition comme étant une composition idéologique et à parler du pouvoir comme étant une composition idéologique. L'opposition est plurielle. Sa pluralité repose essentiellement sur les idéologies. Et ça, c'est très essentiel pour nous. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de la division, mais nous sommes en train de parler des évidences politiques. L'honorable Jean-Marc Kabound est un acteur politique de ce pays. M. Kabila a été président de ces pays, c'est aussi un acteur politique. Autant il évolue dans l'opposition que nous. Mais nous avons chacun, dans le développement des idées, de groupage idéologique ou de groupage en termes de vision et même en termes de réponse qu'il faut donner aux problèmes de société qui ne sont pas nécessairement des solutions qui vont dans la même direction. Vous allez par exemple remarquer que certains groupes d'opposants soutiennent le schéma du pacte social avec la gouvernance de l'Église. Vous ne soutenez pas? Je ne dis pas que nous ne soutenons pas. J'ai développé notre schéma à nous. Donc nous avons un schéma à nous qui n'est pas nécessairement le schéma des autres. Mais le plus essentiel, c'est que nous convergeons tous à l'idée que le pays doit retrouver les repères, doit retrouver la paix, doit partir d'un bon pied pour que le Congolais vive le vrai bonheur, le bien-être qu'il faut. Alors, Martin Fayoulou veut voir Tshisekedi Kabila ensemble pour échanger sur des questions épineuses du pays. Vous savez, un avis dont vous partagez? Je vais être très court sur cette question-là. Le président Tshisekedi a remplacé le président Kabila. Vous comprenez? Il faut laisser ce dé-là dans l'air à faire. Et même dans les dialogues, dans votre schéma, que Kabila ne vienne pas? Non. Vous parlez, je pense que vous êtes en train d'aborder la question de guerre qui est entre les deux. Oui. Et Fayoulou voudrait les voir ensemble. Peut-être que ça va décrisper. Moi, je suis dans la décryptation de la scène politique de manière générale, aussi bien pour les questions qui concernent Kabila que les questions qui concernent certains prisonniers politiques qui sont encore arrêtés injustement, qui croupissent en prison. Donc, c'est de manière générale qu'il faut arriver à trouver une sérénité dans l'espace politique congolais. Il est très essentiel de reconstruire le pays en partant d'une base fondamentale qui est la cohésion nationale doit être bâtie. Il faut bâtir cette cohésion nationale. Cette cohésion nationale passe par ce que je vous ai dit, se parler, négocier, trouver des compromis, traiter des questions essentielles du pays. Et c'est là, sans émotion, sans des faucons qui s'organisent autour des leaders politiques pour des conseils qui vont dans les orientations, évidemment, des intérêts égoïstes et personnels. Alors, l'indépendance de la justice, on en parle également. Hier, nous n'avons pas, sous Kabila, il faut être précis, nous n'avons pas assisté au procès qui ont condamné certains dignitaires qui étaient au pouvoir, mais sous Tshisekedi, nous avons vu un caméré qui était passé au barreau. Il y a l'arrêt de la Cour qui venait de condamner Matata Ponyo à 10 ans de prison avec les travaux forcés. Du coup, il y a une guerre d'école pour certains. Matata n'avait pas de juge naturel. Et s'il faut qu'il soit entendu comme l'ancien ministre délégué au niveau des finances, son juge naturel serait la Cour des cassations. Il y avait l'arrêt Kalouba qui a été rendu. Et puis, des données qui arrivent en Kamoleta, c'est déclare que la Cour est compétente. Il y a une sorte de méli-mélo dans cet arrêt qui a été rendu. Mais vous, de l'opposition, quelle est votre ligne de démarcation par rapport à cet arrêt? Vous avez posé des questions. Oui, beaucoup de questions. D'ailleurs, dans ce que vous avez dit, je vais essayer de ramasser chaque point. Oui. Le premier point, vous parlez de procès qu'il y a eu. Oui. Des détournements présumés, avérés, médiatisés en pompe.
mais qui n'ont jamais abouti à de résultats. En évoquant évidemment le cas que vous avez évoqué de M. Kameri, il a été lavé, je vous informe. Il y a beaucoup de cas de détournement qui ont été évidemment mis sur la place publique par la Cour de compte, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, l'inspection générale de finances. Il y a même des déclarations, des aveux par M. Nicolas Kazadi. L'argent vient, nous prenons, nous dépensons, terminons et nous commençons à réfléchir. Donc, s'il faut vraiment faire la part des choses, il y a beaucoup à dire sur l'évolution de notre justice. Et donc, notre justice a encore du chemin à parcourir. L'état des lieux est catastrophique. Et d'ailleurs, M. Tshisekedi dit que la justice est malade. Il y a les états généraux de la justice qui ont été organisés, qui ont accouché d'une souris. Et le patron de la justice est accusé par la justice actuellement. Alors, pour détournement. Donc, c'est autant de choses qui montrent à suffisance que nous avons... Il y a des soupçons de détournement sur Constant Moutamba. Oui, il est accusé. Oui. Je dis que s'il est accusé, c'est-à-dire, on veut d'ailleurs avoir une autorisation de poursuite contre lui pour évidemment faire toute la lumière sur... On est habitué maintenant avec 2 millions de gens qui détournent des millions, ils sont trop à l'aise. Non, 12 millions détournés, 39 millions, 19 millions. Ah mais les pays, c'est quoi finalement? Mais ça ne s'entendait pas à l'époque. Hein. Je ne suis pas en train de défendre l'époque, parce que vous étiez en train de comparer les époques. Mais aujourd'hui, on a des procès... On interpelle les gens qui sont en porte-faux avec la République. Des procès qui sont des procès bidons, qui n'arrivent pas véritablement à récupérer des fonds pour la République. Les cas Matata, c'est un cas d'une gestion passée. Évidemment, on le juge maintenant. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les commentaires sur la procédure, mais j'aimerais plutôt mettre un mot. La justice élève une nation. Et une justice qui a l'impression, je ne dis pas que ce qui s'est passé est bon et mauvais, mais je dis qu'une justice qui a toujours l'impression, qui donne toujours l'impression qu'il y a un camp des gens qui est protégé, un camp des gens qui n'est pas protégé, crée des problèmes et des soucis fondamentaux dans la société. Cette émission est terminée, Mathieu Louboya. Je rappelle que vous êtes président national du parti politique Conscience Nationale, un parti politique d'opposition qui n'a que 3 ans, mais on peut sentir la crème. On dit merci également aux camarades qui vous ont accompagné. Merci à vous, le patron de la communication. Exactement. Nous vous remercions aussi et nous tenons toujours à remercier notre président national pour la détermination et l'engagement qu'il a pour les soucis qu'il a pour notre République. Merci. Bon, président, on a fini. Hein. Il y a un dernier mot à placer vite fait. Oui, j'aimerais placer un mot en disant que le pays qui est le nôtre, que nous aimons de toutes nos forces, de toute notre âme, nous allons y mettre toute notre énergie. Ensemble avec notre allié principal, l'honorable Jean-Marc Abound, pour qu'il sorte de ce trou béant, ce grand trou dans lequel certains fils de ces pays l'ont aidé à se mettre dedans. Les Congolais peuvent encore espérer en notre parti, formation politique, la Conscience Nationale, qui est un parti de la rupture, qui est un jeune parti, mais qui est un parti qui se construit dans l'avenir pour être véritablement une force parlementaire en 2028 avec les autres forces politiques qui vont se coaliser autour de l'honorable Jean-Marc Abound. Merci à vous, Mathieu Louboya. Merci également aux fidèles téléspectateurs. Vous étiez nombreux. J'ai vu des messages qui pleuvaient comme la pluie dans mon téléphone. Malheureusement, je ne sais pas vous répondre parce qu'il était question d'écouter les opposants qui parlent pour la République. On se retrouve très prochainement. Merci à FES Télévision. Merci également de suivre cette émission à travers des chaînes partenaires. On se retrouve très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À toutes et à tous, à très vite.